le pouvoir du coaching, de comment moi ça m'a apporté un vrai bien-être et ça m'a permis de me lancer dans une nouvelle vie auquel je n'espérais même pas rêver, quoi. Comme beaucoup dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup dans une roue de hamster, et en fait que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'au début de votre carrière. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypo Jobs of Tomorrow. C'est le 2e épisode déjà et l'idée c'est de vous guider sur la bonne voie professionnelle dans le monde de demain. Moi, je suis Anne-Laure, je suis career coach et je suis la fondatrice de Hypo AI. Et à chaque épisode, j'ai un invité spécial pour traiter des sujets, à savoir la reconversion, les métiers de demain, tous les outils qui sont au service de la carrière et parler du futur du travail. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse Baudienville. Je l'ai invitée parce qu'elle représente à mes yeux la nouvelle génération de coachs. Après une dizaine d'années en agence de publicité, où elle a travaillé pour les plus grandes marques comme Kellogg's, Virgin, Peugeot, eh bien, elle a opéré une transition vers le coaching en 2020. Et aujourd'hui, elle aide des leaders à naviguer dans les phases de transition et les phases de changement avec succès pour arrêter de survivre et commencer à s'épanouir. Bonjour Héloïse. Bonjour Anne-Laure. Donc merci d'avoir répondu à l'appel parce qu'avec toi, on va pouvoir couvrir vraiment tout un tas de sujets. On va parler de ta reconversion, on va parler du coaching comme un outil au service de la carrière et parler aussi du bilan de compétences. Et on va aussi parler du futur du métier de coach. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette interview en parlant de ton parcours en fait, que je trouve hyper intéressant et inspirant pour la nouvelle génération, parce que tu as commencé donc dans des agences prestigieuses, tu as géré des comptes mondiaux. Donc tu as un parcours qui déjà fait baver pas mal de gens, je pense. Mais en 2020, eh bien tu bascules pour devenir coach. Et j'aimerais bien que tu nous racontes en fait ce qui a provoqué ce changement, ce qui a été le déclic pour toi et ce qui fait passer de la stratégie de marque à une stratégie à la stratégie de la carrière humaine en fait. Ouais, merci de me recevoir. Pour te raconter un peu mon parcours, donc j'ai eu une première carrière en effet en agence de pub en France et en Australie, et j'ai adoré, c'était un univers créatif hyper intéressant, mais j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça toute ma vie. Qu'est-ce que je sentais aussi que le rythme était exigeant, difficile. Je vieillissais à une allure pas possible, et puis à un moment donné, je me suis dit, j'étais un peu bloquée dans la ligne 13 pour les Parisiens qui connaissent, en rentrant du boulot, et je me suis dit, est-ce que vraiment je veux que ça soit ma vie? Certes, j'avais tiqué un peu toutes les boîtes là, toute la checklist, des bonnes études, des bons stages, des bons jobs, des bonnes promotions. J'avais travaillé en France, j'avais travaillé à l'étranger, mais je sentais aussi que je passais mes semaines à bosser et mes week-ends à récupérer. Et j'étais vraiment un peu dans une roue de hamster, et je sentais que je ne pouvais pas tenir comme ça éternellement, et aussi que quelque chose d'autre m'appelait. Je sentais que je me sentais pas nécessairement alignée, et qu'il y a autre chose qui m'attendait. Et puis j'ai fait une petite crise existentielle à un moment donné, et je me suis dit je vais prendre le temps de réfléchir. Finalement, j'ai pas vraiment trouvé de réponse par moi-même. Et j'ai retrouvé un autre job en agence de design. Mais quelques semaines, mois après le démarrage, j'ai aussi senti qu'il manquait quelque chose, que c'était toujours pas un changement assez grand. Et sur les conseils d'une amie, j'ai vu une coach. Vu que j'avais un peu essayé tout toute seule, j'avais essayé les rendez-vous APEC, j'avais essayé de lire des livres de développement personnel, j'avais fait des voyages initiatiques seule à l'autre bout du monde en me disant que j'allais avoir la révélation. Rien de tout ça ne s'est passé, et je me suis dit pourquoi pas. J'étais un petit peu sceptique au début, le coaching je connaissais pas trop, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et en fait le coaching ça a été une révélation, parce que en tant que coachée, en quelques semaines, en quelques sessions, ça m'a complètement réaligné, un peu comme quand on sort de chez l'ostéo et elle a tout remis, le coaching a fait de tout remettre en place. J'ai compris mes choix du passé, j'ai compris ce que je voulais, j'ai compris ce qui pouvait potentiellement me bloquer,
Et suite à ça, j'ai complètement redessiné ma vie. J'ai décidé de quitter Paris, de m'installer au bord de l'océan, parce que le surf est important pour moi et je voulais en faire plus que 2 fois pendant les vacances, 2 fois par an. Et voilà, donc je me suis installée au bord de l'océan et j'ai aussi décidé de me former au coaching parce qu'après l'expérience personnelle que j'ai eue, moi qui étais sceptique, je me suis dit il faut qu'il y ait plus de personnes qui expérimentent ça. C'est absolument fantastique, le pouvoir du coaching, de comment moi ça m'a apporté un vrai bien-être et ça m'a permis de me lancer dans une nouvelle vie auquel je n'espérais même pas rêver, quoi. Voilà, donc suite à ça, j'ai décidé de me former. Je me suis formée à Londres, en ligne également en période de Covid, et j'ai commencé ma nouvelle vie, ma nouvelle carrière fin 2020. Waouh, ça va faire rêver des gens, ça, cette transition. Et alors, cette transition et cette formation, en fait, tu l'as fait comment? Ça c'est entre le moment où tu arrêtes et le moment où tu commences. Comment on gère en fait une reconversion comme ça? Parce que là, bon, tu sortais d'un secteur, tu allais dans un tout nouveau, avec une clientèle à se faire, tout ça. Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais. Ouais. Alors moi personnellement, j'aime bien me mettre aux choses à 100%. Et l'idée de me former en même temps que d'avoir mon boulot. Déjà, j'avais du mal à survivre dans mon boulot parce que je bossais énormément. Donc de dire, j'avais pas vraiment l'espace mental pour étudier en parallèle et préparer la suite. Okay. Et j'avais le luxe, et c'est là que je parle de luxe parce que c'est pas le choix de tout le monde. C'est que j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Et suite à ça, voilà, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté Paris et je suis allée même à Londres me former. Donc il y a vraiment eu une coupure assez nette. Mais moi, c'est la manière dont j'aime faire les choses. C'est cette adrénaline, ce risque maximal peut-être, et que j'avais le privilège de pouvoir me permettre parce que j'avais un peu d'économie, parce que j'avais cette rupture conventionnelle. Donc voilà. C'est un risque maîtrisé. Ouais, c'est un risque. Et aujourd'hui, quand j'y réfléchis et que j'ai rencontré beaucoup de coachs depuis et que j'ai vu plein de manières différentes de faire, rien que dans ma formation, c'est une formation qui était le vendredi, samedi, dimanche, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans des jobs à plein temps et qui prenaient un RTT, ou bon, c'était plus international, donc pas forcément de RTT, mais qui prenaient un jour off et qui venaient se former 3 jours par mois à Londres. Donc ça m'a fait réaliser, même si je le savais, qu'il y a plein de manières différentes de faire et que c'est un risque que je conseille pas à tout le monde. Si on a la possibilité de pouvoir continuer son job en se formant, en développant sa clientèle, beaucoup font ça, rien que financièrement aussi. Moi, quand j'avais ce projet-là, j'étais célibataire, sans enfant, sans emprunt à la banque, donc à part me loger, me nourrir, voilà, tout reposait sur. J'étais la seulement à prendre ce risque-là. Je mettais pas en danger d'autres personnes. Donc voilà, il y a d'autres manières de faire et au final, je retrouve ça bien aussi, les gens qui gardent leur boulot et puis tranquillement en fait vont commencer à construire leur clientèle en coaching, et quand ils voient que c'est assez confortable ou qu'ils commencent vraiment le risque est minimisé, à se lancer à plein temps. Ou jamais, hein, on peut aussi faire les deux, et je connais beaucoup de gens qui sont coachs en parallèle de leur job. Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment énormément de modèles, en fait, et il n'y a pas une seule façon de s'y prendre. Hein. T'as complètement raison. Et c'est très bien d'ouvrir ça pour que les gens comprennent qu'une reconversion, c'est pas forcément le bing bang. Et un avant-après, on peut opérer une transition et s'adapter en fonction de son cadre de vie et ses contraintes, quoi. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que maintenant tu veux bien nous parler plus précisément du coaching carrière, nous dire ce que c'est de manière un peu théorique, le présenter, puis après présenter ton approche personnelle. Ouais. Le coaching pour moi, c'est j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est comme si on partait en expédition et qu'on traversait une rivière. Donc en fait, on a le bateau. Moi, en tant que coach, j'ai le sac à dos, j'ai la gourde, j'ai le couteau suisse, et le coaché, lui, a les rames. Donc on va décider d'où on part, et on va surtout déterminer où est-ce qu'on veut accoster. Et le coaching, ça va être ce cheminement, ce chemin
pour arriver là où on a envie d'arriver. Dans cette aventure, le coach, c'est le sidekick, c'est le partenaire qui va soutenir, qui va écouter, qui va aider à traverser cette rivière le plus sereinement possible pour atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est la manière dont j'aime expliquer ce qu'est le coaching. J'espère que ça Elle est géniale, elle est très bien ta métaphore. Merci. Donc, ce qui fait qu'un coaching est plus de carrière, c'est uniquement où est-ce qu'on veut. C'est les personnes que j'accompagne et surtout là où est-ce qu'ils ont envie d'accoster. C'est en ce sens-là que le coaching carrière est différent d'un coaching sentimental ou d'un coaching. Il existe autant de coaching que de sujets, quoi. C'est clair. Ok. Et alors, bon, dans les attentes de tes clients en général, tu peux nous les catégoriser ou il y en a qu'une seule ou Moi, mes clients, c'est en général des professionnels qui sont en phase de transition. Donc, c'est une transition choisie ou subie. Donc, ça peut être des changements au sein de leur boîte, leur organisation qui évolue, ils sont promus. Aussi, quand il y a des phases de licenciement, donc entre deux jobs. Des personnes aussi qui s'expatrient à l'étranger. Toutes les périodes de transition. Ça, c'est donc des professionnels souvent qui ont, je dirais, la quarantaine et cinquantaine. C'est plutôt les gens qui viennent me voir et en fait qui recherchent c'est gérer ces périodes de changement, de transition, que ça soit subi ou choisi. C'est toujours des périodes où il y a du doute, du stress, où on peut être sous pression. Donc voilà, c'est ce type de personnes qui viennent à moi. Voilà. D'accord. Et Héloïse, est-ce que tu fais partie de ceux qui utilisent le bilan de compétences ? Non, le bilan de compétences, ça fait pas partie des outils que j'utilise. Selon les besoins, si les coachés en ressentent le besoin, on va faire le point un peu sur leurs soft skills, hard skills. Mais en général, c'est pas vraiment ce que les coachés que je coach recherchent. Ils cherchent plutôt à se débarrasser de ce qui les empêche d'avancer, que ce soit leur peur de l'échec, leurs croyances limitantes, leur syndrome de l'imposteur, leur manque de confiance. On est plutôt sur un truc plus profond de comprendre ce dont ils ont besoin, eux, pour atteindre leur objectif. En général, même 95% du temps, ils sont déjà clairs sur ce que sont leurs skills, leurs compétences. Ils ont aussi beaucoup de formations. Les professionnels avec qui je travaille ont souvent aussi, via leur boîte, eu beaucoup de formations avec différents outils. Donc, ils sont souvent assez clairs là-dessus. On peut refaire un petit focus dessus si besoin, mais c'est pas un besoin. Après, il y a des gens qui m'appellent avant qu'on travaille ensemble. Et là, en fonction de ce qu'ils me disent, je peux leur dire, je pense qu'un bilan de compétences est plus pertinent pour vous qu'un coaching. Mais ça arrive assez peu. Eh ben, génial. Mais alors, on va prendre le temps de justement mettre en parallèle ces deux approches de coaching carrière au coaching professionnel et le bilan de compétences pour amener de la clarté en fait à notre audience et leur permettre de comprendre l'outil qui leur correspondrait, ce qui pourrait les aider en fonction de leurs besoins, du temps qu'ils ont à consacrer, du budget qu'ils ont, etc. Et donc pour commencer, donc tu viens de présenter le coaching carrière. Je vais prendre un tout petit moment pour présenter du coup le bilan de compétences, qui en fait est un outil qui est un des outils dispositifs les plus demandés après le permis de conduire et les formations en langue étrangère. Donc les Français connaissent quand même plutôt bien cette pratique de bilan de compétences, y ont recours en tout cas, et il y a de plus en plus de coachs ou de consultants indépendants qui proposent des bilans de compétences, en plus des cabinets de conseil en RH ou des organismes de formation professionnelle certifiés,
qui propose donc des bilans de compétences. Donc c'est un dispositif qui est assez normé et qui permet de réaliser un état des lieux sur les compétences, justement, en grande partie. Donc les compétences, tu parlais des soft skills, hard skills, donc c'est ce savoir-faire, ce savoir-être et ce savoir. Et de faire aussi un état des lieux sur ses aspirations professionnelles, ses valeurs, ses passions. On va moins travailler sur les freins, mais on peut les identifier dans un bilan au passage. Et l'idée, donc, c'est de faire cet état des lieux pour aller soutenir et soutenir un désir de projet d'évolution professionnelle ou l'élaborer en tout cas si c'est pas très clair. Voilà. Et donc ce projet d'évolution professionnelle, il peut aller jusqu'à la reconversion. C'est pas toujours le cas. En fait, quand les gens commencent un bilan de compétences, c'est un tiers des gens qui vont aller sur une reconversion, un tiers qui vont évoluer simplement, et un autre tiers qui vont rester dans le même job mais qui vont changer d'environnement. Donc ça veut dire changer d'entreprise, voilà. Donc voilà, j'ai présenté donc le bilan et maintenant on va faire cette petit exercice de battle. Alors il n'y a pas de combat, c'est simplement pour voir comment se positionnent ces deux approches en fonction par exemple de plusieurs critères. Donc le premier critère qu'on peut regarder, Héloïse, c'est le temps. Quelqu'un qui s'orienterait vers toi, en général, t'as traversé en canoë, elle va prendre combien de temps en moyenne et quelles sont les demandes. Tu peux voir des clients pendant combien de séances, la fourchette basse, la fourchette haute, la fourchette moyenne, je sais pas, enfin en moyenne. Ok. Le coaching, c'est flexible. On peut vraiment aller droit au but en 3-4 sessions ou travailler sur la durée. C'est vraiment selon les besoins. Parce que j'ai avec le coaching, c'est super sur mesure, personnalisé. Moi, personnellement, dans mon accompagnement, en moyenne, j'accompagne mes clients 6 mois. C'est le temps nécessaire pour aller en profondeur et avoir des résultats très concrets. C'est ce que je recommande. Après, j'ai des clients que j'ai en continu depuis 2-3 ans. C'est aussi un format qui existe. Une fois de plus, tous les cas de figure sont différents. Mais je dirais que en moyenne, pour ma part, je travaille 6 mois. Sur 6 mois, à un rythme de 2 sessions par mois. C'est super intéressant. Donc, on comprend bien que c'est à la demande et qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans un timing relativement serré pour des demandes précises, des choses qui se font sur un temps moyen, comme relativement avec un investissement quand même important, même si c'est 6 mois, et voire plus longtemps si on a besoin de soutien un peu plus régulier, ce qui fait complètement sens. Alors un bilan de compétences, c'est un peu différent parce que il y a un début, il y a une fin. C'est comme je disais, un espèce de parcours qui est assez normé, donc il y a des phases à respecter. Globalement, un bilan de compétences en moyenne, c'est 24 heures de travail, dont 12 heures se passent en autonomie chez soi et 12 heures en face d'un coach, d'un consultant en évolution de carrière. Enfin, ça dépend. Il y a différents types de personnes qui peuvent accompagner un bilan de compétences. C'est relativement long, ces 24 heures, elles sont étalées sur 3 à 6 mois également. Donc le temps finalement, il se rejoint. Mais en revanche, il y a un travail régulier parce que sur 24 heures, 3 à 6 mois, on passe. Chaque semaine, il y a un temps à y consacrer. Ça c'est une moyenne. Il y a des gens qui arrivent à faire plus court, proposer des bilans de compétences plus courts. En général, c'est pas plus long par contre. Donc après, il y a juste une autre dimension sur des bilans de compétences qui peuvent se faire en présentiel ou en ligne. Donc des bilans de compétences en ligne, on peut aller plus vite, et des bilans de compétences en ligne avec une IA par exemple, comme on propose avec Hypo, là on a un gain de temps qui est considérable et on peut faire un bilan de compétences 2 fois moins de temps, quoi, à peu près 2 ou 3 fois moins de temps. Voilà pour le temps. Donc maintenant, on va aborder le critère du prix. Le budget, qu'est-ce qu'on peut faire avec quel budget? En général, les gens qui viennent te voir, ils s'y prennent comment? Il faut compter. Je parle pas de toi en particulier, sinon, mais si tu connais un peu les pratiques de tes confrères, collègues, etc. C'est pour faire un coaching carrière, voilà, avec un indépendant, il faut compter quoi comme budget, Héloïse? Ouais. C'est vrai que question difficile parce que le coaching n'est pas régulé, donc il existe tous les prix possibles. Ça va dépendre du rythme, de la durée et du niveau du coach. Ouais.
Au lieu de penser au prix horaire, et j'en donnerai quand même pour pas tourner autour du pot, j'invite plutôt à réfléchir à la valeur que vous mettez derrière cette transformation et le coût émotionnel, physique et financier de rester au statu quo. C'est-à-dire combien ça me coûte, en fait, si je suis exactement dans cette situation dans un an, combien est-ce que ça me coûte à moi? Donc c'est une manière de mettre une valeur derrière ce que vous êtes prêt à mettre. Voilà. Mais je sais que tu m'as demandé une réponse. Je dirais que faut compter entre 2000 et 4000 euros pour un accompagnement de 6 mois, pour voilà, donner une idée. Et une fois de plus, on peut trouver, moi j'ai commencé avec un taux très très bas quand j'étais étudiante, parce qu'on a besoin, c'est un moment où on s'entraîne, on a besoin d'heures pour avoir son diplôme, etc. Donc on peut avoir des coachings à 50 euros de l'heure si on trouve sur un étudiant qui a besoin de faire ses heures. Après, je connais des coachs qui facturent 5000, 10 000 euros de l'heure. Donc c'est vraiment des tarifs très très différents. Mais je dirais, voilà, entre 2000 et 4000 euros pour un package de 10-12 sessions, ça me paraît être la moyenne. Ok, merci d'avoir fait cet effort et d'expliquer en plus l'intérêt aux auditeurs d'investir cet argent pour leur mieux-être. Et professionnellement, ça compte. On passe combien de temps à travailler, Héloïse? Franchement, notre vie... Ouais, et une chose que je voulais préciser, c'est aussi, pour ceux qui sont intéressés par un coaching qu'on a besoin, mais financièrement c'est plus compliqué, de voir avec leur entreprise. Moi j'ai beaucoup de personnes aussi alors des chefs d'entreprise aussi qui mettent ça, qui vont passer ça sur leur boîte, parce qu'au final c'est un investissement aussi pour leur boîte. Il y a aussi des entreprises qui peuvent, dans les négociations, parfois on peut pas avoir un salaire, augmenter son salaire, mais on peut demander une somme pour son développement personnel. Donc c'est aussi un moyen de trouver des sous pour pouvoir financer ce projet-là. Voilà, il y a des boîtes aussi qui donnent des budgets annuels. C'est pas très développé en France, mais il y a quand même des boîtes. Voilà, et certaines plateformes de coaching comme Chance, on peut utiliser son CPF. Mais voilà, c'est très très spécifique à ces plateformes-là. Ils font du bilan de compétences. Là, tu viens d'expliquer. Merci d'expliquer que effectivement les entreprises peuvent prendre en charge ce type de prestations. Elles sont nombreuses à le faire. Donc effectivement, c'est une bonne un bon tips à donner d'aller négocier ça. C'est super intéressant. Pour ce qui est du bilan de compétences, donc un bilan de compétences, la moyenne, le prix moyen, c'est 2500 euros. On dit que ça se trouve en général entre 2000 et 3000 euros. Donc bon, 2500 euros, c'est au milieu. Il y a des bilans de compétences moins chers, à 1500 euros. Ça dépend du temps aussi qui est consacré, et, comme je disais tout à l'heure, de la durée du bilan. C'est beaucoup lié à l'humain, à la présence finalement aussi d'un coach, le prix. Et bien tout comme toi, je vais parler aussi du fait que ce budget, en fait, il y a plusieurs moyens de le financer. C'est ce qui fait son succès, en tout cas en France, c'est que donc le bilan de compétences aujourd'hui est finançable avec son CPF. Donc quand on a du CPF, on peut utiliser pour se former ou utiliser pour faire un bilan de compétences. Donc à ce moment-là, ça coûte à la personne zéro. Donc ça évite d'avoir ce coût en tout cas à porter. Sinon, effectivement, on peut demander de se le faire financer par son employeur, mais l'employeur, c'est rare qu'il le fasse parce que maintenant l'employeur se tourne vers ce CPF que chaque personne a. Enfin, en tout cas, en tant que salarié, vous cotisez 500 euros par an sur ce CPF, donc vous avez un petit pactole à utiliser. Il préfère que vous l'utilisiez plutôt que de vous le financer. Sinon, Pôle Emploi, enfin France Travail, pardon, finance des bilans de compétences sous certaines conditions. Ils le font de moins en moins, par contre. Là, on n'est pas dans une période où ils le financent énormément, mais c'est faisable. Voilà. Et en termes de prix, quand on va sur des bilans de compétences en ligne, donc le coût peut être un peu plus bas. De même qu'un bilan de compétences avec l'IA, puisque l'IA remplace l'humain, c'est la partie où on peut avoir un accès en fait à des bilans de compétences beaucoup moins coûteux, donc pour quelques centaines d'euros. Voilà. On va passer maintenant sur le critère efficacité.
pourquoi on l'utilise. Donc, on a déjà un petit peu abordé la question tout à l'heure, mais on va le repréciser. Dans quel cas il y en a un qui est plus efficace que l'autre? Sur quelle thématique, par exemple, pour toi, Héloïse? Alors, c'est une bonne question, ça, bilan de compétences versus coaching, et beaucoup de personnes se posent la question. De mon point de vue, les deux sont efficaces, mais pas pour les mêmes raisons. Je dirais que bilan de compétences, ça, tu me corrigeras, c'est toi l'experte, ça t'aide à analyser ton parcours, tes compétences, ton profil professionnel et à définir une orientation ou un projet. Le coaching, lui, ça va plutôt aller en profondeur sur le comment. Comment lever les blocages, comment prendre des décisions avec lesquelles on est aligné, comment oser un changement ou redéfinir définir son next step, quoi. En clair, moi, la manière dont je visualise ça, c'est que le bilan, ça répond à quoi faire. Quand le coaching, ça aide plutôt à répondre à comment le faire et qui je veux être dans ce changement. Ouais, non, mais c'est une bonne analyse, Héloïse. En fait, donc tu as raison. Et pour moi, ma perception du bilan de compétences, elle est énormément liée en fait à la personne qui va accompagner le bilan de compétences. Et donc du coup, je disais tout à l'heure, il y a des coachs qui utilisent cet outil donc et qui coachent la personne tout au cours du bilan de compétences et qui vont finalement apporter les deux, je dirais mon capitaine. Du coup, on a l'avantage d'avoir un bilan de compétences qui est assez normé, qui permet de faire un travail de fond bon sur tous les thèmes dont on a parlé. Avec en plus l'appui d'un coach qui va apporter justement ce comment, qui va comprendre les causes et arriver à faire dépasser certaines choses pour aller vraiment plus droit au bon endroit, quoi. Enfin plus vite au bon endroit. Donc mais ça, c'est effectivement très 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 dépendant de la personne qui va accompagner. Et alors, c'est pas mais ma perception en fait, dans beaucoup d'organismes de formation, il y a énormément d'accompagnants et de consultants qui ont pas, par exemple, les compétences que je perçois chez toi, clairement. Et donc le consultant en évolution de carrière va accompagner, mais va pas coacher. Voilà. Donc il faut et c'est pour ça qu'il y a des plateformes où ils proposent de choisir son coach. Et ça, c'est important parce qu'il y a vraiment un fit humain. Donc voilà, c'est vrai que c'est une dimension qui est hyper importante. C'est la personne qui va accompagner. Donc tout se joue là-dessus et la qualité de cette personne, ben voilà, ça c'est là où le bilan de compétences, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et puis après, quand on a un bon fit avec quelqu'un, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Moi, je vois l'efficacité du bilan de compétences aussi sur vraiment l'aspect reconversion, parce que je pense que dans enfin, vraiment un moment où on peut avoir ce sentiment d'être un peu perdu et de se dire vraiment, où est-ce que vraiment en fait je suis doué, quel est qu'est-ce qui me distingue d'un autre et qui va faire que je réussis mieux que d'autres à cet endroit-là, quoi. Et je trouve qu'à ce moment-là, le réflexe d'avoir un bilan de compétences, il est bon pour reprendre confiance en soi, pour vraiment mettre à plat et faire un état des lieux vraiment complet à ce niveau-là. Et donc pour une reconversion où on sait pas encore exactement, où on a besoin d'être rassuré en tout cas pour se dire est-ce que vraiment j'ai les compétences, c'est un exercice qui peut être hyper utile. Voilà ce que je dirais en tout cas pour l'aspect efficacité sur quelle thématique. Après, il est hyper efficace et utilisé dans les licenciements. Je pense que dans la reconversion, toutes les reconversions qui vont avoir lieu avec le fait que l'IA arrive sur le marché et que ça nous challenge beaucoup et nous pose beaucoup de questions sur le fait que est-ce que on est dans un emploi qui va durer et est-ce qu'il va pas falloir switcher vers un autre secteur ou un autre job. Et ben faire un bilan de compétences, ça peut être un moyen de capitaliser sur quelque chose qui nous donne confiance en nous pour trouver le bon axe. Voilà. Mais en fait, je pense que toutes les problématiques sont complètement peuvent être traitées d'une manière ou d'une autre avec ou sans l'outil, parce que finalement le coaching, vous inventez vos propres outils, vous avez d'autres sortes d'outils qui s'y rapprochent et qui amènent au même endroit. Ok. Le dernier critère auquel je pensais, c'était finalement le public.
c'est les gens qui viennent te voir, Héloïse. Bon, t'as dit que ta clientèle aujourd'hui, ce sont des leaders, des C-level, des managers, etc. Peut-être tu peux nous parler aussi de la clientèle que tu avais dans un premier temps. Donc parler peut-être de ta clientèle, mais de manière plus large, la clientèle du coaching. Et puis après, on pourra parler du public, en tout cas, qui se tourne vers les bilans de compétences. Le coaching, je dirais que ça s'adresse à toute personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de prendre confiance, qui a envie de clarifier une étape de sa vie, qui a envie de clarifier un projet professionnel, quelqu'un qui a envie de grandir, qui sent qu'il n'est pas au maximum de son potentiel, qui sent qu'il y a des blocages, on n'est pas forcément clair sur ce que sont ces blocages, mais on sent que il y a de l'espace pour grandir. Le coaching va être un super moyen de mieux comprendre qui on est aujourd'hui, parce qu'en fait, comme beaucoup dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup dans une roue de hamster, et en fait que vous n'êtes pas la même personne qui a 1 an, qui a 5 ans, qui a 10 ans, qu'au début de votre carrière. Donc c'est aussi un moment pour prendre du recul, comprendre qui on est aujourd'hui, quels sont aujourd'hui nos besoins, nos envies, et voilà, se mettre dans la bonne direction, la bonne dynamique pour aller obtenir ce qu'on recherche. Le coaching, ça s'adresse à énormément de personnes. Voilà, dans cette optique-là, hein, c'est super large. Je dirais que voilà, ça c'est la réponse large. Ouais, c'était quoi ton autre question? Non, mais c'était ça. Et bah après, de manière large, après toi, ton public, tu dis, c'est donc plutôt des leaders, des managers. Donc ça passe par l'entreprise souvent de ton côté, ces demandes de coaching. Alors, vraiment, c'est les deux. Moi, les gens avec qui je travaille, en effet, c'est des professionnels qui sont souvent très occupés, qui ont des responsabilités, qui sont sous pression et qui n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir en profondeur à qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment, et mettre en place un plan d'action, ce que j'ai un petit peu de raconter. Et ces personnes-là, ils cherchent à un espace, tout simplement, bienveillant pour réfléchir, prendre de la hauteur et retrouver de la clarté et cet élan. J'ai initialement, quand je me suis lancée, je travaillais avec uniquement des particuliers qui payaient de leur poche, qui cherchaient c'est quoi le next step, quoi. C'est what's next. C'est quoi la prochaine étape? Soit pour une reconversion, soit parce qu'ils sentaient qu'ils étaient pas bien là où ils étaient. C'est quoi la suite? Hein, on dit souvent, quand on étudie en coaching, qu'on coach les gens, la personne qu'on était nous-mêmes. Donc, ouais, ce côté un peu, je suis pas satisfaite pleinement de ma vie, je sens qu'il y a autre chose pour moi, qu'est-ce que c'est? Je coach toujours des gens dans cette situation-là, hein, ça rentre encore dans ma spécialisation de transition, changement. Aujourd'hui, ça s'est aussi élargi plus à de l'executive coaching parce que des entreprises font appel à moi quand ils recherchent des coachs pour leurs salariés. Toujours en individuel. Même si je fais aussi des workshops et des talks, des prises de parole en entreprise, donc à plus d'employés, mais le coaching individuel. Et dans ce cas-là, c'est l'entreprise effectivement qui finance le coaching, et je vais coacher sur des problématiques liées à l'employé, mais à ce que l'entreprise traverse. Donc ça va être des sujets plus corporate, sur trouver son style de leadership, comment influencer, gestion du temps, gestion des conflits, communication. Donc des thèmes que je peux retrouver aussi avec mes clients particuliers, mais qui sont plus spécifiques à l'executive coaching, au coaching des salariés. Ok, top. Merci pour ta réponse. En ce qui concerne le bilan de compétences, le public, finalement, j'ai un peu répondu dans le point d'avant, puisque donc le public qui se tourne vers les bilans de compétences, c'est énormément de gens qui ont fait des burn-out, qui sont dans des licenciements économiques, et qui donc du coup sont accompagnés pour se reconvertir, pour trouver un job, etc. Mais pas que, c'est énormément de gens qui se tournent vers des bilans de compétences quand ils ont cette problématique de perte de sens qui arrive effectivement vers la quarantaine. T'en parlais tout à l'heure, tes clients c'est 40-50 ans. Donc cette crise de la quarantaine, elle vient secouer pas mal de gens qui veulent remettre du sens dans leur travail.
et peut-être se réécouter, retrouver l'envie qui existait peut-être dans un plus jeune, de faire peut-être autre chose, d'avoir une autre vie, et donc qui se tourne vers un bilan de compétences pour explorer tout ça. Il y a vraiment une grosse phase d'introspection. On regarde le parcours de vie, on regarde vraiment les passions, les aspirations, toutes les valeurs. Donc il y a vraiment un gros boulot là-dessus dans un bilan de compétences. Donc c'est un public qui va avoir besoin de faire, avoir envie de faire cette étape-là parce qu'elle est pas simple, hein. Elle est assez longue. Il faut avoir envie d'aller plonger là-dedans. Donc voilà, des gens qui vont être dans cette problématique de perte de sens et de retrouver du sens dans leur travail. Ça c'est donc vers la quarantaine, ça arrive énormément. Donc voilà pour le public. Le public, je pense qu'il va beaucoup changer dans les années qui viennent. Ça c'est pas mon pari, mais c'est mon ressenti. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé Hypo AI, qui est un bilan de compétences pour démocratiser un peu le bilan de compétences, le rendre accessible à tous, que ça soit pas réservé que dans des problématiques un peu de gestion de crise, de burn-out, de licenciement, etc. Parce que l'idée, c'est de croire, enfin moi je crois que dans les années qui viennent, on va devoir être très bon pour résister face à l'IA, et pour être très bon, il faut être au bon endroit. Il faut être là où on performe, là où on a vraiment notre talent. Et je pense que le bilan de compétences, c'est un exercice intéressant pour trouver ça, et que dans les années qui viennent, on dit qu'on va changer beaucoup de travail aussi, et donc finalement c'est une compétence à acquérir, de connaître ses propres compétences et de gérer tout ça dans le temps pour aller dans des voies prometteuses, un avenir prometteur, sans peur face à l'IA de perdre son emploi, parce qu'il n'y a aucune raison que les gens perdent leur emploi s'ils brillent là où ils sont. Jamais ils seront remplacés par une IA s'ils font un boulot qui les fait vibrer vraiment, quoi. Donc je pense que le public va avoir besoin de plus en plus de coachs comme toi et de plus en plus d'outils comme des bilans de compétences pour gérer un peu les temps qui vont arriver avec l'arrivée de l'IA. Enfin, dans l'ère de l'IA, on aura besoin de ça. En parlant d'IA, c'est une bonne transition parce que je voulais qu'on parle justement dans ton métier. Comment toi tu perçois cette dimension-là? Parce que notamment j'ai vu dans ton profil que tu t'étais formé à la Gen AI, enfin l'IA générative. Est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce qui a motivé finalement ce choix, cette petite formation, et puis aussi comment tu vois l'IA impacter ton propre métier? Et si tu vois finalement comme une menace ou un super pouvoir pour mieux accompagner tes clients, quoi. Ouais. Je vois que tu as fait tes recherches parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément mis beaucoup en avant. En toute transparence, moi j'accompagne des salariés de chez Microsoft depuis près de 2 ans, et chez eux, l'IA c'est un sujet central, et donc l'opportunité m'a été offerte par eux de me former sur le sujet. Et j'ai dit oui. Ça me semble essentiel dans mon métier, d'une manière générale, de constamment apprendre. Et on connaît et se former. Et puis on connaît aussi la place que prend l'IA dans nos vies, dans les entreprises. Donc me former me semblait pertinent. C'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. L'IA, je dirais, c'est un super... c'est un bon complément pour le coaching. Ça peut aider à résumer des sessions. Ça m'arrive de l'utiliser avec certains clients. Pour résumer des sessions, pour suggérer des ressources, des articles notamment, des livres potentiellement, des podcasts, et à faire gagner du temps sur certaines choses. Mais je dirais que ce que mes clients recherchent à travers le coaching, c'est une présence, c'est une approche sur mesure. En tout cas, moi, c'est ce que j'offre et ce que les gens apprécient. C'est combien ils rentrent pas dans un moule et un processus, même s'il y a un fil rouge dans mon approche. Donc c'est très sur mesure et c'est profondément humain au final. C'est quelqu'un qui les écoute, qui va apporter de la nuance, de la créativité, de l'intuition, le coach va les challenger. Mais avec bienveillance. Donc c'est tellement subtil et nuancé que ça, c'est vraiment ce que l'humain seul
peut apporter. Et c'est là que je dirais qu'est la vraie valeur du coaching. C'est ça que seul le cerveau humain peut fournir. Donc, dans ce sens-là, je ne vois pas l'IA remplacer cette dimension profondément humaine avec tout ce qui est génial dans notre cerveau et notre approche. Et puis aussi dans le coaching, il y a beaucoup, on parle beaucoup du corps. Donc en fait, il y a ce que les gens disent, mais il y a comment ils les disent. Moi, je suis là aussi pour faire le miroir, donc je vais remarquer que tu dis quelque chose, mais que ton corps dit quelque chose d'autre. Donc c'est là que on essaye aussi, nous, en fait, quand on est dans le développement personnel, on se cache des choses, en fait, on se ment aussi à nous-mêmes. Et en fait, le coach va être là, t'as fait une petite moue où ton ton était un petit peu bien cette phrase-là. Et en fait, c'est là que les gens disent, ah ouais, en réalité, j'essaie d'esquiver la question parce que cette question, elle est centrale et que je l'esquive depuis des années. Ça, c'est un niveau de subtilité et d'intuition qui apporte énormément de valeur et qui se différencie d'un IA. N'oublions pas qu'il y ait de la data avant tout. Ouais, non, mais c'est hyper important et c'est très précieux. Et ce que tu soulignes a tellement de valeur. Alors, nous, enfin, je sais, moi, j'ai fait un autre pari aussi avec Hypo AI, qui est justement de remplacer la partie coaching, mais sur certaines étapes, on va dire, où l'IA, elle a appris à nous imiter, hein, donc elle feint, mais quand on joue le jeu, on se prend un peu à ça, mais une IA effectivement ne percevra jamais le non-verbal et le niveau de subtilité que tu décris. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Hypo AI, on a en fait une offre où la personne ne fait pas tout son bilan qu'avec une IA. Il y a des moments, des points clés où on voit un vrai coach et où le coach fait exactement ce que tu décris. Il va te challenger et donc il va essayer de recadrer, apporter du soutien humain parce que dans ces phases-là, on en a énormément besoin. Donc un coach dans une phase pareille, et dans un cadre de reconversion par exemple, pour moi c'est indispensable. Là où je pense on peut se débrouiller finalement avec une IA, c'est quand on n'est pas en train de justement de se poser trop de questions, qu'on a juste besoin de vérifier qu'on est aligné. Et où là ça peut se faire super bien avec un parcours IA en full autonomie, mais sinon la présence d'un humain, on a besoin à un moment ou à un autre, hein, que ça soit un coach ou même un thérapeute voilà, on peut pas se faire cette économie là. Maintenant, on va conclure, Héloïse, et j'aimerais bien que tu donnes en fait à l'audience. Alors moi, l'audience, je la vois comme la nouvelle génération, mais pas que, parce que il y a aussi pas mal de gens et nos clients, comme tu dis, c'est aussi 40-50 ans. Mais bon, j'aimerais bien plutôt qu'on regarde cette nouvelle génération. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont le sentiment de survivre, ce qui est déjà le cas en fait pour par exemple dans la Gen Z aujourd'hui, cette génération Z, pardon, j'ai Gen Z mais on connaît l'expression. Ils sont nombreux à se reconvertir très tôt après leur formation, hein, donc il y en a déjà qui à peine sortis de leurs études sont dans cet état d'être dans un sentiment de survivre et pas du tout s'épanouir. Et donc qu'est-ce que ça serait le petit pas, le premier petit pas que tu leur conseillerais de faire dès demain pour commencer à aller vers ce chemin de l'épanouissement? Je dirais de ralentir. Très concrètement, ça veut dire là d'ouvrir son agenda et de se prendre 1 heure dans les 10 prochains jours. 1 heure pour aller se poser sur un banc dans un parc, dans un café, juste seul. Et tout simplement de se poser en réfléchissant à si rien ne bouge, comment est-ce qu'ils se sentiront dans 1 an? De repenser à ce coût émotionnel, ce coût physique, ce coût financier, et de dire qu'est-ce qui se passe si rien ne change. Ça peut être un premier point d'alerte de se dire ouais, il faut vraiment que quelque chose change. Ça peut être, voilà, en fonction de ce qu'on va ressentir dans ce moment-là, ça peut être une petite wake-up call de se dire ok, il est temps de changer quelque chose. J'adore, merci Héloïse.
J'adore parce que ça me met des frissons même, hein, parce que ce que tu donnes comme tips, c'est le déclic en fait. C'est le moment où on sait que il va falloir passer à autre chose et qu'il va falloir s'y mettre pour de bon, un peu plus qu'une heure. Mais ce rendez-vous, en tout cas avec son petit carnet, son stylo, c'est une hyper bonne idée, je trouve. Et c'est un très bon conseil. Vous ouvrez votre agenda, vous prenez une heure dans les 10 jours. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, se réserver ce temps parce que sinon on se dit on va le faire et on le fait pas. Donc ok. Eh ben merci beaucoup Héloïse. T'as une dernière chose à dire ou Je souhaite plein de succès dans Hippo AI. Je sais que ce que c'est de se lancer dans un nouveau chapitre, donc je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci beaucoup Héloïse, merci. Et si vous avez besoin de coaching, bah vous savez qui contacter. Hein. Je vous ai présenté, je pense, celle qui à mes yeux me semblait la personne la plus pertinente, professionnellement, humainement, à tous les niveaux. Donc peut-être que tu auras des demandes aussi sur LinkedIn, vous pouvez la retrouver, Héloïse. Et puis, si vous avez besoin de faire un bilan de compétences, Hippo AI, c'est un moyen de faire un petit bilan de compétences en ligne. Et après, il y a énormément d'organismes sur Internet. Vous allez en trouver. T'as parlé de Chance, par exemple. Celui-ci, il a le vent en poupe ces derniers temps. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.